Bonsoir à tous. Au nom de Hervé Lemoine, je vous souhaite la bienvenue aux rencontres des pratiques durables et surtout aux rencontres des savoir-faire dans le cadre des laboratoires des pratiques durables. Cette rencontre qui est dédiée, vous le savez peut-être, à nos axes de recherche menés avec Magali Lancien et Sandra Biaggi depuis quelques mois maintenant grâce à la Fondation Bettencourt-Schuller. Et ce soir, nous avons invité deux personnalités de mondes différents, justement de la création sur les nouveaux matériaux. Et je laisse tout de suite la parole à Magali pour les présenter. Et je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci Marc. Oui, alors ce soir, j'aurai le plaisir de laisser la parole à Nativité Rodriguez et Laurent Couriot, et pour quand même vous présenter à la salle. Votre parcours, c'est de grandir au sein d'une famille d'artisans, donc il y a quand même un ADN qui vous transmet la sensibilité pour les beaux produits et les savoir-faire, le goût du défi également, et de la coopération pour réussir. Après 20 ans au sein de grandes entreprises telles que Danone ou Coca-Cola, vous vous engagez dans des missions en tant qu'investisseuse et administratrice dans des startups, essentiellement dans le secteur de la green tech, agritech et fintech, mais animée par la conviction qu'il existe de nouvelles routes pour une croissance intelligente, et on est bien d'accord, au service de l'impact sociétal positif. Vous décidez en septembre 2021 de prendre la direction générale de l'Atelier des matières créé à l'initiative de la maison Chanel, avec pour mission d'apporter des solutions de recyclage et de revalorisation adaptées aux marques de luxe et premium. Et quand on a dit ça, on n'a pas tout dit, et c'est avec plaisir qu'on va vous écouter, Nativité, nous raconter ce que fait l'Atelier des matières. Merci beaucoup déjà de nous inviter. C'est un honneur pour nous d'être là aujourd'hui. L'Atelier des matières, sa vocation, c'est de redonner vie aux belles matières qui ont été le fruit d'un long travail, d'un énorme soin derrière. Donc notre mission, c'est vraiment de rendre hommage et de revaloriser ces matières. En introduction, peut-être passer un petit film qui vous donnera un peu un avant-goût de nos activités. Donc, faut cliquer. Ok. Et normalement, il y a un petit peu de son. Je sais pas où est le son. On n'a pas mis de son. Bon, bah alors là, on va utiliser qu'un seul sens, c'est la vue, et on imagine derrière. Donc, redonner vie aux belles matières, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que la vocation de l'Atelier des matières est d'accompagner l'ensemble des marques luxe et premium dans ce qu'on appelle en fait leur transition circulaire. Donc nous nous définissons comme des entrepreneuses et des entrepreneurs vers cette transition circulaire en adressant deux problématiques rencontrées par les personnes, enfin les marques que nous accompagnons. La première problématique est la problématique des gisements en fin de vie. Comme voilà, toute entreprise, même malgré le fait que voilà, chaque entreprise fait attention à produire au plus juste et à être les plus respectueuses, il n'en reste pas moins qu'elles font face à des gisements qui arrivent, voilà, qui ne sont plus utilisés. Donc ça, c'est la première problématique. Et la seconde est de pouvoir accompagner ces marques pour intégrer et pour repenser la fabrication ou la conception
de leurs produits, c'est ce qu'on appelle l'éco-conception. Et pour cela, elles vont avoir besoin de repenser les matériaux avec lesquels elles fabriquent leurs produits. Et c'est là où on rentre sur le fait de recréer des nouvelles matières premières recyclées, issues soit de leur gisement, soit issues de gisements à qui on a redonné vie. Donc, nous, on intervient sur ces deux pans-là. Et notre particularité, c'est qu'on essaye d'apporter le maximum de services et de solutions à ces entreprises qui vont avoir un certain nombre de gisements de nature différente. Donc nous, ce qui nous distingue aussi, c'est de pouvoir adresser et redonner vie à 3 typologies de gisements. Et vous noterez que j'utilise le mot gisement, et c'est vraiment fait exprès, c'est-à-dire qu'on ne considère pas aujourd'hui ces matières comme des déchets, mais plutôt des gisements qui sont la première étape d'un nouveau processus de fabrication. Dans ces gisements, il peut y avoir des produits qui sont arrivés en fin de cycle et qui, malgré toutes les tentatives des marques, vont être invendus. Donc ça peut être des produits finis, ça peut être des uniformes, ça peut être des éléments défectueux, mais en tout cas, ce sont des produits qui ont passé toutes les étapes de fabrication. Deuxième typologie de gisement, ça va être les chutes de production, cuir ou textile, donc c'est plutôt sous forme de squelette, donc c'est ce qui reste après l'utilisation de cette matière pour en faire un produit. Et enfin, la dernière typologie de gisement, ce qu'on appelle les matières endormies ou les stocks dormants, ça c'est les reliquats donc de cuir ou de textile. Donc là, il y a une première problématique, c'est d'être capable d'apporter des solutions à nos clients qui ont ces 3 types de gisements. Et ça, c'est une première étape. Mais la seconde, on a fait notre mission si on redonne vie à ces belles matières. Et c'est là où nous sommes des entrepreneurs de la transition circulaire, puisque nous œuvrons à développer des nouvelles filières. Et on s'est concentré, on a décidé de se concentrer sur, je dirais, 6 matières, 6 matières nobles utilisées par les grands acteurs du luxe et de la mode, qui sont le cuir, le coton, la soie, la laine, le cachemire et les matières multicompositions ou matières qui sont plus complexes. Et en se disant, nous, on va œuvrer pour constituer des filières de revalorisation. Par exemple, à partir de chutes de cuir, on est capable, en travaillant en coopération avec des partenaires qui nous aident à construire la filière, à redonner vie à ces belles matières pour recréer quelque chose d'autre. Et on trouvait intéressant d'illustrer finalement nos propos par 3 exemples que nous avons pu réaliser. Ce qui est important de signifier, c'est que en matière d'économie circulaire et de transition circulaire, seul, on ne peut rien faire. C'est illusoire de penser que tout seul, on peut y arriver. Donc on est vraiment, depuis la genèse de la création de l'atelier des matières, convaincus qu'il faut travailler, coopérer ensemble, travailler avec à la fois des clients partenaires, travailler avec des acteurs qui nous aident à transformer les matières dont nous disposons. Nous collaborons également avec des instituts de recherche, avec des écoles. En tout cas, ça ouvre, la circularité ouvre un nouveau modèle de leadership, un nouveau modèle de coopération. Et c'est ça qui fait la force de notre écosystème. Le premier exemple que nous aimerions partager avec vous, c'est l'exemple du talon circulaire. Alors en fait, ça c'est issu de la compréhension d'une problématique client qui avait à la fois je dirais des chutes de production de cuir en quantité importante et en même temps avait décidé de réduire l'usage du plastique à usage unique dans un certain nombre de ses composants. Donc là, je vous fais la synthèse de 4 ans de travail non-stop en recherche et développement et en partenariat avec un partenaire stratégique qui s'appelle Authentic Material, qui nous a permis, avec qui on a co-développé, et on a un partenariat qui nous permet d'avoir cette exclusivité, on a trouvé la recette et la manière de pouvoir transformer ces chutes de cuir en une nouvelle matière première circulaire qui s'appelle le CETERO et qui vient se substituer à un ABS et à former des talons. Et aujourd'hui, on est très fiers puisqu'on a déjà embarqué 2 clients et on est en train d'embarquer un 3e client pour transformer l'ensemble de ces talons de souliers avec une vertu circulaire. Et les bénéfices de faire cela, ils sont au nombre de 3. Le premier, 1, vous réutilisez un gisement qui n'avait pas d'utilité. 2, vous réduisez de 75% l'empreinte carbone
de ce talon. Donc vous imaginez quand on le met sur tous les talons. Et le troisième, c'est que vous le faites à échelle industrielle et vous passez d'une collaboration capsule à une collaboration industrielle. Voilà pour ce premier exemple. Le deuxième exemple, et donc je suis venue avec mon petit cabas, c'est celui-ci, c'est un exemple sur le textile. Là, on a travaillé en partenariat avec la maison Le Sage à l'occasion de ses 100 ans cette année, où nous avons trouvé une manière en fait de revaloriser du gisement de textile, donc multicomposition et coton. Et nous avons pu recréer un fil recyclé, qui est la bobine rose que vous voyez ici. Et ensuite, grâce à la magie et au talent de ces artisans d'art, et notamment la maison Le Sage et leurs designers, nous avons pu recréer cette matière tweed et en composer un élément en fait, qui se retrouve dans le quotidien de certains de nos clients et nos partenaires. Donc ça, c'est le deuxième exemple, encore une fois, de coopération et de volonté de démontrer que circularité rime avec désirabilité. Et je pense que ce qui nous anime tous aujourd'hui ici, c'est de démontrer que ce qu'on fait, c'est beau et ça a de la valeur. Et la troisième collaboration dont nous voulions vous parler, c'est le fruit d'une rencontre avec un designer incroyable et visionnaire qui est Olivier Lapidus. Il nous a associés, donc là c'est vraiment la coopération dans tous ces états, puisque nous étions 4 partenaires à pouvoir développer ce mobilier circulaire. Donc Olivier Lapidus comme designer, l'Atelier des Matières qui a fourni en fait ces belles matières de cuir, C2A agenceur et Dacryl qui est fournisseur de la matière qui compose le bar. Et là à 4, nous avons composé cette œuvre unique que nous avons eu le plaisir d'exposer au salon Les Places d'Or Hôtellerie très récemment. Et ça a été l'occasion, encore une fois, de démontrer que coopération égale création de valeur, entraide, et puis évidemment de démontrer qu'on peut faire de très très jolies choses et assez exceptionnelles en étant dans une démarche circulaire. Voilà pour les exemples et ce que on voulait partager ce soir. Merci Nativité. Avant de passer la parole à la salle pour quelques questions, oui, on peut applaudir. Moi, je vais me lancer sur une petite question déjà parce que justement, vous avez fini justement sur la notion de valeur et je pense que c'est quand même très important, surtout quand on est rattaché à une maison de luxe. Mais est-ce que vous pensez que dans cette notion de circularité, recyclage, on a un déplacement de la perception de la valeur des objets ou un cumul ou est-ce que vous disiez peut-être tout à l'heure une nouvelle création de valeur? Comment vous voyez, vous qui êtes quand même très en avance de phase là-dessus, comment se recalcule cette perception de la valeur, et notamment au regard d'une clientèle peut-être luxe ou sur une diversification comme on peut voir là sur des prototypes, des démonstrateurs dans des domaines plutôt du mobilier qui ne sont pas a priori qui sont un petit peu en dehors du cercle habituel. Est-ce que la valeur se répand, se redistribue? Est-ce que vous voyez déjà des axes là-dessus ou des retours d'expérience? Oui, alors ce que je peux dire, c'est qu'il y a 2 choses. Il y a partage de la valeur et création de valeur. Donc la première chose, c'est quand vous vous adressez à n'importe quel type de client, qu'il soit ultra luxe, luxe premium ou autre, il y a une question de qu'est-ce que je propose comme produit, comme matière, avec quel bénéfice et par rapport au marché existant, comment il se compare. C'est tout l'exemple qu'on a mené sur le sujet du talon, enfin de la matière circulaire. C'est-à-dire qu'on vient remplacer une matière plastique qui aujourd'hui est reconnue comme, je dirais, à échelle industrielle la plus économique qui soit, par une matière circulaire. Donc toute la question, c'est de travailler avec le client sur là où il met la valeur. Toutes les entreprises aujourd'hui, et encore plus les grands leaders qui ont un rôle exemplaire, sont en recherche d'améliorer leur performance, qu'elle soit sociale et environnementale. Et donc le bénéfice du fameux moins 75% d'empreinte carbone apporte ce bénéfice. Ensuite, on a travaillé aussi sur la durabilité de ce talon. Ce talon, il est recyclable plusieurs fois derrière, donc c'est un deuxième bénéfice. Et puis, on est venu craquer les problématiques tout au long de la chaîne, c'est-à-dire ce gisement qui finalement coûte de l'argent à rester stocké je ne sais où avec les risques qui peuvent y être associés, et l'industrialisation. Donc la création de valeur, elle est venue dans la compréhension de ce qu'on venait résoudre et de ce qu'on venait apporter, tout en étant injectable dans le processus existant
l'existant, c'est-à-dire qu'il est illusoire de penser qu'on va non seulement demander à un client de mettre beaucoup d'énergie, de l'argent sur développer une matière, et en plus changer son équipement industriel. Donc nous, on est très pragmatiques et on est des entrepreneurs à ce sens-là. Et la deuxième question que vous adressez, c'est le partage de la valeur. Évidemment, on a toujours entendu parler de ces questions-là quand on parle de filière. Est-ce que l'amont et l'aval? Et donc là, c'est la même chose. C'est-à-dire que dans la phase dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous avons dépassé la phase R&D. On est dans la phase de scalabilité. Mais pour autant, en tout cas, moi, je parle de l'atelier des matières. On investit en fait avec des talents, des ingénieurs divers et variés. On travaille en France. Et donc ça a de la valeur. Et donc tout notre sujet, c'est de démontrer dans la manière dont on contribue sur un projet. Et encore une fois, si je prends l'exemple du talent circulaire avec Authentic Materials ou de ce tweed avec le Sage ou de ce partenariat sur le bar, c'est d'essayer de se dire voilà, comment est-ce qu'on partage les risques et comment est-ce qu'on, de manière raisonnable et juste, on travaille pour qu'à la fin, le produit fini ou la matière première finie qu'on va commercialiser, elle soit acceptable à un juste prix également. Parce que les clients vont se comparer à l'existant. Et donc, si on n'apporte pas de valeur, donc l'exemple de mon premier point, on va toujours être en compétition. Donc, les éléments de circularité ne viennent pas se comparer. On crée une innovation, on crée une nouvelle matière première qui apporte un autre bénéfice et qui permet également de faire grandir l'ensemble de la chaîne. Merci. Alors, je pourrais monopoliser Nativité pour lui poser toutes mes questions, mais je vous en prie dans la salle si vous souhaitez en savoir plus ou également connaître un petit peu mieux l'activité de l'atelier des matières. N'hésitez surtout pas. Ouais, une question là. Bonsoir. Le fauteuil qu'on voit à droite, il est conçu à partir du fauteuil qu'on voit à gauche ? Non, ce sont deux pièces différentes. Donc là, c'est une chaise en bois avec une assise en cuir marron et le fauteuil blanc est complètement. Ce sont deux pièces complètement différentes. Ok, je comprenais pas bien ça. Merci. Quels étaient les gisements que vous avez utilisés pour créer ça ? Donc là, nous avons fourni des cuirs de très haute qualité, donc notamment le cuir blanc que vous voyez sur le fauteuil à droite de l'écran ou le cuir bordeaux qui se trouve sur le siège là. Donc là, ce sont des stocks dormants ou des matières endormies, voilà, d'une très haute qualité. Donc ensuite, ce sont des éléments fournis donc par la société d'Acryl pour cette matière un peu transparente et voilà, par d'autres partenaires en fait. Bonsoir. Concernant le talon, est-ce que vous avez été en mesure de faire une analyse de cycle de vie par rapport à un talon existant pour vraiment prouver et mesurer cet impact et Absolument, cette vertu? tout à fait. Okay. Nous avons fait plusieurs études à différentes phases de l'étape de développement et nous l'opérons pour chaque nouveau client ou chaque nouveau modèle, évidemment, puisque ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir, c'est cette notion d'intégrité dans ce qu'on dit et ce qu'on développe. Et évidemment, un soulier ou un modèle de talon est spécifique à une marque et même à un modèle, et donc on ne peut pas tirer le trait comme cela. Donc évidemment, de notre côté, nous faisons nos études. Les clients, avec leurs outils, font également les leurs, et la plupart du temps, ça match. Oui, sur le talon, j'aimerais bien revenir dessus aussi. C'est une matière qui se substitue à l'ABS, en fait. Donc, et on parle de gisement, c'est-à-dire que c'est en quantité limitée. Par contre, la matière, elle est, recyclable. Elle n'a aucune perte à chaque recyclage, à chaque cycle de recyclage, elle perd en qualité ou pas? Alors, pour le moment, on a démontré que 7 fois, ça ne perdait pas en qualité. En 7 fois, pardon, 7, le chiffre 7.
Après, on a quand même des petits bouts de perte parce qu'en gros, voilà, ça suit un processus. Mais la matière première d'origine sont des chutes de cuir broyées et transformées. Donc ça devient le cétéro, c'est la matière qui se substitue à l'ABS. Et par ailleurs, donc, sur le talon, en fait, on a un stamp de traçabilité. Donc on est capable de raconter la mémoire finalement de ce talon circulaire. Si demain ce talon se retrouvait de nouveau à l'atelier des matières pour être de nouveau recyclé, ou ailleurs, nous avons la possibilité de tracer et de recycler 7 fois ce talon. Donc on travaille vraiment sur... Avec votre apport. Avec notre apport, évidemment, oui. Donc vous avez un savoir-faire pour pouvoir requalifier la matière à chaque cycle de sa vie. Exactement. D'accord. Et les typologies, on peut, comme c'est une matière quand même, l'ABS, on connaît les capacités de résistance mécanique de cette matière. Là c'est sur un talon, mais on peut aller beaucoup plus loin. Alors on peut aller plus loin, c'est-à-dire d'autres types d'applications. De typologie de production. Tout à fait, exactement. Ouais. Et donc c'est ça tout l'enjeu de l'équipe R&D. On est déjà en train de travailler sur quels seraient les autres types d'applications sur lesquels il serait pertinent sur les trois bénéfices, capacité absorbée du gisement à revaloriser, oui. Durabilité, caractéristiques techniques pour pouvoir le tenir, impact carbone et puis également prix en fait. C'est vraiment un équilibre. C'est-à-dire que si on va chercher des applications sur lesquelles on est complètement déconnecté en termes de prix, ça ne passe pas. Et donc c'est tout un travail aussi de amont-aval, donc de comprendre l'application possible, le débouché possible, l'application possible. Et c'est pour ça que la plupart du temps, on ne tire pas un trait juste de remplacer une matière sur une autre. Il y a un sujet de réflexion sur un usage ou une fonctionnalité à laquelle on peut répondre. C'est sûr, parce que je pense vraiment aux qualités mécaniques de la matière, hein, parce que l'ABS, si ça se substitue à une forte capacité de résistance à la pression, mais beaucoup moins à la compression. Donc il y a des typologies d'objets sur lesquels ça ne pourrait pas fonctionner, ou du moins il serait moins performant. Exactement. Donc du coup, on doit vraiment étudier à chaque fois avec un client en face qui a l'intention d'utiliser cette matière en sachant où elle en est dans son cycle de vie. Exactement. D'où le fait qu'on travaille aussi des recettes uniques, parce que pour ce talon, pour ce client A, ça a été une recette spécifique. Pour un autre type de talon, c'est une autre recette. Demain, si je devais faire, n'importe quoi, une table, donc il faudrait travailler sur la caractérisation de cette recette, en effet. On a... Oui. Ma question, c'était, vous appartenez au 19e, c'est ça? Vous êtes... Alors, l'Atelier des matières est une jeune pousse issue de la maison Chanel. Et en fait, nous sommes indépendants, mais nous travaillons pour tous les clients de la mode et du luxe. D'accord. Vous pouvez travailler avec des gisements de Louis Vuitton Exactement. D'accord, merci. La capacité d'absorption du prix issu de vos laboratoires est quand même assez impressionnante, parce que vous pouvez travailler que sur du premium ou du luxe. Alors, premium, oui. Ouais. Luxe, on en a parlé. Premium. Mais en fait, moi, j'étais assez surprise. C'est-à-dire qu'après, c'est vraiment une collaboration, une discussion client et l'Atelier des matières pour trouver des applications en fait, qui sortent un peu du cadre. C'est-à-dire que, évidemment, si vous venez toujours vous comparer à des éléments qui sont ultra compétitifs en prix, on peut avoir perdu d'avance. En revanche, si dans le calcul, vous intégrez d'autres bénéfices associés ou oui. Bon, voilà, c'est pour ça que quelque part, je suis équipée d'un très bon financier parce que réussir ces sujets, c'est aussi réussir à bien comprendre les bénéfices et comment on les valorise. Et ils sont compliqués ces bénéfices, parce que sur la capacité de stockage de carbone, en gros, c'est pas visible. C'est pas de la valeur perçue, c'est de la valeur réelle, certes, mais le client, on va dire, il fait une bonne action, entre guillemets. C'est toujours encore, il sait qu'il y a un intérêt à le faire, mais il le paye. Et c'est pas forcément simple à faire passer. Voilà. Et donc c'est là où effectivement la transformation est une longue journée, comme dirait. Ah mais oui, moi c'est toute ma problématique d'ailleurs. On va y venir, Laurent. Tu vas nous raconter tout ça. On avait une question dans... Oui, bonsoir. Je voulais savoir, entre les 3 types de gisements, les produits, les chutes et les stocks dormants, aujourd'hui, les plus gros volumes pour vous, ça vient desquels? De quel type de... Je dirais que c'est de proportions équivalentes. Il n'y a pas une tendance particulière parce qu'on entend beaucoup parler de chutes,
beaucoup moins de produits et de... Oui. Alors, il est vrai que moi, je vous parle au global multi-client. Ce qu'on peut voir, c'est que tout ce qui est stock dormant, matière endormie, maintenant, toutes les marques ont pris conscience qu'elles avaient un trésor entre les mains. Donc, de plus en plus, c'est géré par l'entreprise. Donc, ça devient moins notre cœur de métier. Là où on apporte une valeur ajoutée forte et évidente, c'est sur la partie des assemblages de produits complexes, donc produits finis, assemblés et autres. Et après, sur la partie chute de production, il y a quand même le sujet de pouvoir les collecter, les trier. Et donc là également, on a ce savoir-faire en interne. Et on va continuer à s'équiper pour le faire de manière plus performante et à grande échelle. Parce que même en ayant un gisement, en fait, si vous ne savez pas quoi en faire, ça ne règle pas le problème. Donc je dirais que les deux premiers types de gisements, donc produits complexes et chute de production, deviennent vraiment notre cœur de métier parce qu'on a une vraie différence. Et d'ailleurs, toutes les collaborations qu'on a pu faire, c'est vraiment issu de chute de prod ou de produits finis. Et là où on a des très belles matières. Avant de passer la parole à Laurent Corriot, moi j'avais une dernière question, Nativité. Vous avez parlé tout à l'heure un peu de transdisciplinarité, même sans prononcer exactement le mot, mais en tout cas on sent qu'il y a beaucoup de talents qui œuvrent au sein de l'atelier des matières. C'est quoi les différents métiers aujourd'hui qu'on met en œuvre quand on crée comme ça des nouveaux modèles, ou une nouvelle ingénierie d'upcycling, recycling, quand on crée ce qui n'existait pas avant? Qui vous mettez autour de cette belle chaîne? J'ai envie de dire un point commun à tous les métiers, c'est la curiosité, vraiment la curiosité, l'ingéniosité à essayer de trouver des solutions à des problèmes complexes. Le deuxième talent, c'est de gérer la complexité tous les jours 1000 fois. Je regarde l'équipe en direct. Et je pense que ça devient surtout un talent attendu par toutes les entreprises. Je dirais que ce n'est pas lié uniquement à la circularité, mais c'est vrai que chez nous, c'est particulier. Et ensuite, dans les savoir-faire, donc nous, on a des profils ingénieurs énormément. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a de l'avenir pour les ingénieurs, mais les ingénieurs orientés solutions et orientés pragmatisme. Nous, on n'est pas dans la recherche fondamentale. Évidemment, on travaille avec des laboratoires dont c'est le métier, mais nos ingénieurs sont des entrepreneurs. C'est-à-dire qu'ils vont avoir la connaissance de la matière, ils savent comment réagit une matière à une autre, ils ont la connaissance d'outils pour monter des outils de transformation, ils ont la connaissance aussi pour dialoguer avec nos partenaires, les uns et les autres, savoir jongler entre une matière, tantôt le cuir, tantôt une textile, même si on a des experts dans les différentes matières. Et on a ensuite, donc ça c'est vraiment la partie ingénieur, on va dire tout type de qualification. Le deuxième talent, ça va être toute la partie, je dirais, de gestion de la production, puisque nous, notre premier travail, en fait, pour désassembler des matières, le nom de ce métier, c'est les valoristes. C'est-à-dire que c'est la première étape qui valorise un gisement quand il arrive à l'atelier des matières. Donc là, ce métier, il n'existait pas. Donc on forme sur place, sur mesure. Donc on a à peu près 6 mois pour former des équipes de valoristes. Et chaque nouvelle problématique de client nous apprend encore plus et nous rend plus efficaces pour la fois d'après. C'est ce que j'allais te dire en fait. J'allais rebondir là-dessus. Vous avez terminé ou... Non, mais donc ça c'est le deuxième métier. Et le troisième, c'est la capacité à pouvoir comprendre les problématiques d'un client, voilà, de pouvoir lui communiquer de manière simple une solution complexe et de lui donner envie. Et donc ça c'est notre travail de tous les jours, d'expliquer, d'être dans la pédagogie et de surtout dire à tout le monde que les solutions existent, on est là pour ça, c'est notre job et que voilà, c'est pour ça qu'encore une fois on ne peut pas travailler tout seul. Il y a quand même, sur les profils de vos ingénieurs, il y a une transversalité qui s'opère sur la connaissance des marchés, parce qu'ils doivent trouver des solutions appliquées, donc écouter le client et du moins identifier un cahier des charges pour pouvoir construire un plan d'expérience afin de trouver une solution directe, pragmatique, quoi. Et alors, je rajouterais que le client ne nous dit pas forcément ce qu'il veut à la fin. Et donc c'est là où l'intuition, la capacité d'ingéniosité, le fait de pouvoir collaborer avec des acteurs avec qui on fait des essais et on fait des percées, on développe des échantillons, on développe des prototypes, etc., pour donner envie.
Et donc je dirais que c'est le croisé entre l'équipe d'ingénieurs qui sait résoudre des problèmes et puis l'équipe qui essaie de donner envie et de magnifier. Et c'est la jonction des deux qui fait qu'on aboutit sur un projet talon, sur ce cabas et autres. Je sens qu'il va y avoir plein de questions et d'échanges après en coulisses, mais ça nous fait une très bonne transition pour que Laurent, toi, tu viennes nous expliquer. Et Nativité, il ne faudra pas hésiter à poser plein de questions également. Donc, deuxième partie de notre rencontre ce soir avec Laurent Coriot, avec cette citation qu'il nous a donnée dans sa bio, « Comment rendre à la nature ce qu'elle nous offre ?» Ben oui. Donc tu vas nous expliquer tout ça, Laurent. Donc designer industriel pour ton parcours, tu t'es investi auprès des structures patrimoniales et territoriales pendant 20 ans. Tu as choisi de suivre une autre route en comprenant que on te demandait de te résumer à « dessine-moi un truc pas cher que je peux revendre très cher ». Donc ce sont ses propres mots. Hein. Donc, il va nous expliquer tout ça ensuite, mais beaucoup mieux que moi, bien sûr, parce que je lis. Tu décides de poursuivre ta carrière en cherchant à utiliser les outils de création de valeur par le design, on parlait de valeur, pour servir une vision transversale de la transformation de la matière et de la conception de produits. Et pour mieux comprendre les enjeux environnementaux de l'usage des ressources, tu rejoins le chemin des forestiers et des ingénieurs engagés dans la biodiversité pour raconter leurs histoires avec des livres et des objets, mais pas que. Donc on t'écoute. Très bien, merci. Merci Magali. Alors on va démarrer ici déjà en remerciant d'être ici et de parler ressources au sein des Gobelins. Et j'ai l'impression qu'il est là en fait, parce que c'est quand même le lieu de Colbert. Et c'est un petit peu grâce à lui qu'on a cette qualification de gestion de la ressource. C'est-à-dire qu'on a même l'impression qu'il est un peu là. En tout cas, il en avait du sens, il avait compris ou peut-être qu'à l'époque on le comprenait beaucoup mieux qu'aujourd'hui, la qualification de la ressource dépendait notre survie. C'est là où l'industrie ayant eu lieu il y a 200 ans environ, on a peut-être perverti ce rapport sain qu'il y avait probablement à l'époque entre le temps de la production et le temps de l'exploitation. Ce deux temps qui sont complémentaires, mais qui, si on détruit cet équilibre, peuvent être dommageables pour nous, en tout cas. On l'a peut-être perdu. Là, donc Colbert, au sein de ministre de l'Industrie de Louis XIV, on lui doit, entre autres, la gestion des forêts royales et celle de Tronchet, qui est aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le petit film, est un exemple et fait partie des forêts les plus vertueuses qui existent en France sur la gestion de la biodiversité au sol, sur l'exploitation de différentes essences, c'est-à-dire que comme c'est une forêt qui est diversifiée, donc on n'est pas en monoculture, la cohabitation des espèces fait que la biodiversité peut s'installer et des échanges entre les arbres aussi favorisent à leur croissance. Dans la forêt de Tronchet, on a prélevé une trentaine d'arbres de 200 ans qui ont servi la restauration de Notre-Dame. Ce n'était possible qu'à Tronchet, parce que Tronchet autorise, de par sa gestion, le temps de la pousse de 200 à 300 ans, voire plus, là c'est en cours, parce qu'on a des arbres plantés de l'époque de Colbert qui sont encore en croissance, qui vivent toujours. Malheureusement, Tronchet ne fait pas partie, n'est pas généralisé, c'est-à-dire que, voilà, on va partir dans une histoire d'il y a 15 ans. La forêt, aujourd'hui en France, est exploitée à 30% par l'ONF, l'Office national des forêts, et le reste, ce sont des propriétaires forestiers. Donc, comme vous l'avez vu dans la petite animation, là, dans les 70% de propriétaires forestiers, l'arbitrage de la coupe d'un arbre se fait au plus offrant. On ne pense pas forcément grande filière, on pense parcelle forestière, et l'arbre, en fonction de son prix, en fonction de son cours, va être vendu et va partir à l'étranger. Et c'est là où se situe le début de l'histoire d'il y a 15 ans, c'est que je collabore en tant que designer avec Centre Val-de-Loire, le Fibois de Centre Val-de-Loire, sur ce paysage-là, qui est... On a du bois français qui part
dans les pays slaves, en Bosnie, enfin même plus loin, et en Chine, des bois assez d'exception, du chêne en l'occurrence, qui nous revient en produit transformé dans la grande distribution en France. Donc la création de valeur ne se fait pas sur le territoire. Elle se fait ailleurs, et on vend, entre guillemets, à pas cher, un produit qui a grandi chez nous. Enfin, sans chauvinisme, mais quand même. Donc, en tant que designer, voilà, je dois travailler sur le sujet, et on réalise qu'il y a une petite entreprise, là, avec la petite feuille de chêne, qui distribue, enfin qui produit pour un acteur de la grande distribution du bois brut, des poutres creuses, des matériaux à faible valeur ajoutée, de la matière à faible valeur ajoutée, mais qui rentrent quand même dans un circuit de distribution conséquent. Donc la question qui se pose, et c'est ce qu'on a fait à l'époque, on a travaillé sur du produit semi-fini, donc du petit objet, quelque chose qui est simple à réaliser. L'idée a été, il y a 15 ans, de venir installer des ateliers de menuiserie, en fait, chez un scieur de première transformation du bois. Donc, le produit brut qu'il distribuait, qu'il vendait aux acteurs de la grande distribution du bricolage, en gros, il s'est équipé, et on a travaillé ensemble pour dessiner des petits objets. Donc là, on a les tréteaux qui ont très bien fonctionné. Mais il y a eu des équerres, il y a eu des patères, il y a eu plein de petits objets qui lui ont permis de pouvoir se développer auprès de cette grande distribution. Alors, moi, j'avais l'impression là d'avoir fait mon travail il y a 15 ans. C'est-à-dire, je suis designer, je dessine un objet le plus simple possible, avec le minimum, l'économie de moyens, un dessin hyper propre. Je suis très fier de moi. Très content, j'apporte de la valeur sur le territoire et je participe au maintien de l'emploi parce que cette entreprise-là n'a fait que grandir sur les 15 ans, dans lesquels je les ai suivis. Et j'ai eu la chance de continuer à les côtoyer. Et de les côtoyer jusqu'au moment du confinement. On a travaillé ensemble un petit peu au fur et à mesure, mais j'ai vu les relations se dégrader avec ces acteurs-là. Vraiment, il y a eu un pic au moment du confinement, au sortir du confinement, où la matière première, entre autres le chêne, qu'il exploite très bien même, il exploite très bien le chêne, a pris 20%, directement une augmentation de matière du prix de la matière absolument énorme. Et on est passé de 200 € le mètre cube à quasiment 300 en stabilisé, parce qu'il y a eu des pics encore plus au tout début du sortie de confinement. Aujourd'hui, on est à 320, voire 400 pour des très très grosses sessions le mètre cube de chêne. Donc, la grande distribution, et c'est là où est tout mon propos, n'a pas joué le jeu de l'augmentation du coût de la matière, mais a demandé aux entreprises à jouer sur l'économie d'échelle. Et c'est là où, moi, je trouve mes limites en tant que designer, et c'est là où il y a eu rupture, c'est cette notion-là qui est le rapport au plus je produis, au plus mon unité est pas chère. Au plus je produis, au moins mon unité est chère. Donc du coup, je dois utiliser beaucoup de ressources, toute la ressource, c'est-à-dire même de la matière pas très qualifiée, on va dire, pour qu'à l'unité, ce truc-là, ça soit acceptable par le marché. Donc on est, contrairement à vous, on est vers un nivellement par le bas, quoi. C'est-à-dire que le panier moyen de cette grande distribution est de plus en plus faible, donc on va essayer de concevoir un produit pour qu'il puisse être vendable, moi je dirais maintenant au moins 10 ans. Donc l'idée du designer industriel qui est le beau pour tous, de produire en quantité pour que l'unité ne soit pas chère et donc accessible à tous, commence à devenir problématique pour moi en termes d'éthique. Et je me pose cette question de comment redonner un juste prix à la matière, à l'unité que l'on utilise, à l'objet au quotidien qu'on utilise. Et puis surtout, quand il s'agit du bois, de bien comprendre qu'au plus on demande de volume à la ressource, au plus elle s'épuise. Aujourd'hui, 30% des arbres que l'on abat en France aujourd'hui est dite des coupes subies. C'est-à-dire que la subie, c'est ce qu'on appelle des arbres dépérissants. Ils sont encore vivants, mais très faibles,
pas en très bonne forme, ils ont très peu d'eau pour pouvoir continuer leur croissance, et on préfère les abattre, et c'est parfois des très beaux spécimens, on préfère les abattre plutôt que de les laisser pourrir par les attaques de scolytes, donc les xylophages, de les laisser finalement mourir sur pied, alors que la nature, elle, le laisserait mourir sur pied. Donc aujourd'hui, on a un peu de matière, mais d'ici 5-10 ans, ces fameuses 30% vont se raréfier. Donc la question qui se pose dans ce parcours avec les forestiers, avec les ingénieurs, parce que du coup je collabore avec les arts et métiers de Bordeaux, sur cette question-là qui est, si on va devoir vendre plus cher la matière, il va falloir apprendre à acheter cher. Comment on donne en fait à la matière son équilibre, son juste prix? Vu qu'on a habitué le marché à acheter des petites pièces en bois pas chères, vu qu'on a habitué aussi la distribution à capter la valeur dans son métier de distributeur, mais sans redistribuer la valeur, sa valeur sur les producteurs, c'est quoi le détournement? Ça, c'est un petit calcul assez simple, mais on reprend des fondamentaux qui sont valeurs perçues et valeurs réelles. Quand on veut vendre un produit dans la grande distribution, on augmente la valeur perçue. Donc on va s'appuyer sur la renommée, on va s'appuyer sur un storytelling, on va s'appuyer sur est-ce qu'il est connu, est-ce qu'il n'est pas connu, est-ce qu'il est bien visible, donc ce qui est de l'immatériel, et on va affaiblir la valeur réelle, donc essayer de travailler avec beaucoup de volume, essayer de travailler des matières peu qualitatives, en gros, revenir à dessine-moi un truc pas cher que je peux revendre très cher. Ça veut dire que là, moi, en tant que designer, je valorise pas ma matière, je travaille pas en fait l'objet, je dois donner l'illusion de quelque chose qui est cher alors qu'il ne l'est pas. C'est là où il y a vraiment rupture, en me demandant voilà, comment je peux remettre un équilibre entre valeur réelle et valeur perçue. J'ai deux axes qui sont la valorisation de la matière. Donc là, c'est là où on se rejoint. Avec quels outils je peux revaloriser cette matière et la valeur ajoutée. Et moi, je fais donc appel à mes anciens, donc pas du tout le XXe siècle, le design industriel, de l'esthétique industrielle, mais bien l'inverse. Je vais reprendre des propos de Desmond Morris ou de William Morris, pardon, sur la question dans l'art and craft, sur l'avilissement par la machine. Où se trouve la frontière entre l'artisanat, la valorisation de la matière par des gestes d'artisan, et sa dégradation par la machine. Je reprends cette thèse-là où, du coup, le décor devient un élément important, ce qui avait été abandonné pendant un siècle. Le décor et l'ornement en design, c'est une question très complexe, on n'ose pas l'aborder. C'est parce qu'on est éduqué à dessiner un objet le plus simple possible, le plus dans l'économie de moyens. Donc le décor et le narratif. Le narratif, pareil, William Morris avait aussi, écrivain, illustrateur, a aussi appuyé cette corde de dire on doit raconter ce qu'on fait. On doit expliquer aux gens pourquoi on fait ça. De la même manière, dans les qualités dont vous avez parlé tout à l'heure par rapport à vos produits, il y a des qualités visibles et des qualités invisibles. Et donc ces qualités invisibles, le storytelling, le narratif, est nécessaire pour pouvoir argumenter, et c'est de la création de valeur également. Donc je vois que le narratif est de la création de valeur, et c'est là où le switch se fait. Avec cette idée, voilà, cette idée d'emprunter à l'industrie pour venir industrialiser. Ça ne marche pas. Ça a failli marcher, il ne veut pas. Bref, c'est là où je commence à poser ma question, qui est empruntons à l'industrie les progrès du XXe siècle, essayons de les miniaturiser et d'industrialiser l'artisanat, là où il y a de la création de valeur. Plutôt que de faire l'inverse, où en tant que designer industriel, j'aurais été en droit de me dire je viens questionner l'industrie pour justement limiter les dégâts et d'essayer de créer de la valeur
de ralentir le rythme de l'industrie, de ralentir l'idée de l'innovation incrémentale ou le plus vite, plus beau, moins cher. Mais je fais l'inverse. Je me dis, on peut, avec toute l'innovation réalisée dans l'industrie, aider l'artisanat à produire mieux, à produire de manière plus rationnelle, plus efficace, mais toujours dans cette idée petite quantité et forte identité. C'est là où, avec les arts et métiers, voilà, on commence à travailler sur un élément de la valorisation de la matière, sur le brûlage du bois. Le brûlage du bois, c'est ancestral, c'est une technique qui permet de rendre imputrescible et de fixer le bois dans son vieillissement. C'est une matière qui permet, parce qu'elle brûle en surface le cellulose de la matière, elle permet de rendre la matière insensible aux xylophages, insensible aux champignons, donc on augmente sa durabilité. Et cette technique, elle est utilisée avec des chalumeaux, de l'eau, ça demande beaucoup d'énergie, c'est assez coûteux, c'est aléatoire dans ses résultats, donc on se dit, peut-être qu'en innovant dans cette technique, on peut trouver d'autres solutions pour répondre aux mêmes bénéfices, mais autrement. Et là, on a développé une machine qui provoque, en fait, qui brûle le bois, mais avec des lampes au xénon, donc pas du tout de chalumeau, c'est que de l'électricité, on n'a pas besoin d'eau, on peut maîtriser la carbonisation, c'est-à-dire on peut maîtriser l'épaisseur du brûlage, on peut maîtriser aussi la manière dont le bois va se colorer, donc il va s'auto-enflammer, et puis du coup il va donner avec le carbone, mais la quantité de carbone, soit c'est du très très noir, soit on peut aller vers du très clair, tout en gardant ces qualités d'imputrescible. Et surtout, on peut valoriser des choses très sales. C'est-à-dire que ça, c'est du Douglas de très très mauvaise qualité. Normalement, ça, c'est de la dose, donc c'est quelque chose dont on ne se sert pas. Mais par le brûlage, donc on va rigidifier certains endroits, on va lui donner une solidité, on va lui donner de la durabilité. On arrive à faire des choses quand même qui sont assez intéressantes, uniquement par le brûlage. On peut, c'est une opération assez simple, avec assez peu de manipulation, on peut le requalifier. Là, il y a un exemple sur celui du milieu. Voilà, c'est de l'aubier, donc quelque chose qu'on n'utilise pas en menuiserie, mais qui, par le brûlage, permet d'obtenir une résistance. Et on voit les petites traces de vrillettes, donc des petits xylophages qui sont passés par là. Et du coup, on le met en avant par le brûlage. Sur les bois de boue aussi, c'est très très intéressant. Donc les bois de boue, c'est les extrémités du bois. Là, c'est par là que la sève montait. Donc c'est par là que le bois, une fois séché et à l'extérieur, reçoit l'humidité, parce que la mémoire de la matière fait qu'elle va réattirer l'humidité de l'air. Donc c'est par là aussi que le bois pourrit. Donc ce travail sur les bois de boue, donc uniquement les bois de boue, ça permet de donner de la durabilité au mobilier dessiné avec du bois. Donc on a cette machine, et l'idée que j'ai, c'est de pouvoir l'implanter dans plutôt de l'entreprise de type PME ou de la manufacture, plus que de laisser à l'industrie. Et en fait, l'industrie est en train de le faire. L'industrie, c'est bon, sur des réflexions de volume. Et moi, je voudrais essayer de le capter pour le permettre à des plus petites structures de l'utiliser. Dans les premiers exemples, voilà, pour rebondir là-dessus, c'est ce que j'ai fait. Donc du coup, comment utiliser la narration et la valorisation de la matière. J'ai monté cette petite maison qui s'appelle Les Nouvelles, qui sont raconter l'histoire de la matière avec des livres et des objets. Donc là, je raconte l'histoire du banc avec le petit livre et le banc. L'illustration permet de pouvoir raconter ce qui n'est pas forcément visible dans l'objet. Je voulais juste conclure avec les trois éléments qui... Bon, la vidéo ne veut pas sortir. Je ne sais pas. C'est pas grave.
ces 3 éléments importants qui me guident en fait aujourd'hui dans le développement de valeurs. C'est une coiffe de Jeanne Lanvin qui se trouve ici à gauche, qui a été faite en 42. Elle est faite en paille. On connaît Jeanne Lanvin pour l'ennoblissement du tissu, pour l'usage des plissages, de la broderie, l'usage des perles. Quelqu'un qui n'hésitait pas et qui utilisait des matières très très chères et qui pendant la guerre, l'occupation, pardon, va travailler des matières extrêmement pauvres, rien, c'est-à-dire, voilà, et ça me guide, c'est-à-dire, on retrouve dans cette coiffe sa science, son savoir, son excellence. C'est quand même assez magique et même, voilà, je fais un lien avec le bois brûlé, de pouvoir observer le bois dans ses défauts et qu'à travers un process, on puisse de faire d'un défaut une qualité. Et ça, c'est important, je pense qu'on peut se réunir là-dessus, de faire d'un défaut une qualité, aujourd'hui, c'est primordial. Il y a le orange d'Hermès qui me fascine, et la maison me fascine aussi, parce que ce orange, en gros, est né d'une pénurie de couleurs. La maison Hermès était marron, d'un beige avec les cerclages marrons, enfin les chanfreins marrons. Et le orange, ils ont réussi à le poétiser jusqu'à ce que ça puisse devenir un parfum. Et c'est là aussi la création de valeur, c'est là où la poésie permet, et le narratif permet de venir observer les choses autrement. Et puis, c'était une petite vidéo, tant pis, de revenir sur ce 19e siècle qui a quand même posé pas mal de questions juste avant l'industrie. Entre autres, là, des naturalistes qui, grâce au cinéma, ont accéléré le temps et ont beaucoup choqué les gens, en fait, un peu comme les frères Lumière quand ils ont commencé à filmer l'arrivée du train à Gare de Lyon. C'est-à-dire qu'on a commencé à voir en cinéma, en images, que le végétal était vivant, qu'on pouvait le percevoir. Donc, en accélérant notre temps, on se rapproche, en fait, on le voit vivant. Alors que si on pouvait décélérer le temps de nous, et c'est ce que j'appelle prendre le temps de la pousse, c'est-à-dire de décélérer, d'allonger le temps pour pouvoir se mettre à l'échelle de la croissance de la nature. Donc pour répondre à ta question, c'est comment rendre à la nature ce qu'elle nous offre, c'est vraiment de décélérer et de valoriser absolument le temps de cette croissance, comme Colbert l'avait bien compris et qui nous accueille ce soir. Merci Laurent. Et je vais faire comme Marc, moi je vais lancer ma première question, parce que j'en ai plein aussi, mais même si on se connaît bien et qu'on a déjà échangé sur le sujet, mais tu as parlé de la notion de temps, et je pense que c'est quelque chose au final sur lequel on revient aussi dans la perception de la valeur, c'est qu'il y a la matière, mais il y a aussi le temps nécessaire, un thème qui est très cher à Marc Bayard et le Slow Made. Et tu dis souvent une phrase que tu vas mieux redire que moi par rapport au temps de croissance de l'arbre et sa valorisation finalement quand c'est débité comme ça, et que le ratio est complètement devenu justement déséquilibré comme tu nous le montrais. Mais ça si tu pouvais nous en parler un tout petit peu plus avant de passer à la salle pour les questions, ce rapport au temps que tu n'as pas forcément raconté plus là dans ta présentation, mais qui est très intéressant. Par exemple, si on reprend l'exemple de la forêt de Tronchet, les tonneaux en bois, les tonneliers, utilisent des arbres qui ont besoin de 250 ans de croissance. Parce que dans ces arbres-là, il y a une croissance telle qu'à certains endroits, à peu près 10% de l'arbre, le fil est très très proche, et c'est ce qu'on appelle le mérin. Et les tonneaux ne sont faits qu'en mérin. On les appelle les mérandiers, et d'ailleurs, il y en a sur la forêt de Tronchet bien célèbre. Et c'est parce que c'est le temps qui apporte la qualification de la matière. On ne peut pas l'avoir, on ne peut pas faire un tonneau avec un pin qui a 25 ans. Donc le temps nécessaire à la croissance, c'est aussi la qualification. Un petit peu comme la question que je vous posais sur le talon, dire quelle est la résistance mécanique en fonction de son cycle de vie de recyclage. Le temps fait tout, en fait. Le temps définit une matière, le temps définit aussi une pensée. C'est aussi le temps consommer moins, consommer mieux, acheter moins, acheter mieux,
prendre le temps de vivre avec un vêtement. Ça, c'est des grandes discussions qu'on a sur un vêtement cher à l'achat, qui est fabriqué par exemple avec des fibres longues, contrairement à un vêtement facile, enfin pas cher, mais qui est issu de fibres courtes et de mauvaise qualité. Un fera 6 mois, l'autre fera 6 ans. Mais comment vivre avec ce temps-là ? Comment accepter qu'on porte le même pull pendant 6 ans ? Et comment nous, designers, on raconte l'histoire pour rendre les choses acceptables. Comment on raconte les choses. Il n'y a pas que le dessin, là, en l'occurrence. Le dessin, c'est compliqué, parce que le dessin de l'objet, ça devient un peu difficile. Mais en tout cas, de quitter cette esthétique de la vitesse, de cet esthétisme du rationalisme, pour pouvoir aborder ce qui se rapproche plus des métiers d'art, qui est le temps du geste, le temps de la valorisation, et comment cette matière, elle parle. Parce qu'évidemment, elle parle. Une matière plus âgée va réagir différemment sous les outils. Donc ce temps, il est capital, et c'est vraiment allonger le temps. On voit même dans nos vies, à nous, à toutes et tous, comment c'est capital de pouvoir, à un moment donné, dans une journée, de poser et d'avoir l'impression qu'une minute en fait 10. On a des aspects philosophiques aussi ce soir, mais parce que le rapport au temps, c'est aussi une ressource. Enfin, le temps est aussi une ressource, et c'est pas la moindre des ressources, et elle n'est pas visible, donc on a tendance à pas pouvoir toujours bien la valoriser. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Oui, j'étais agréablement, enfin très étonnée et admirative de cette nouvelle machine. Et en fait, c'est une invention, c'est ton invention. Comment tu peux nous en parler un peu plus ? Oui, c'est mon invention. C'est une idée qui a été posée avec des ingénieurs et on a tenté de le mettre en place. C'est l'idée qu'une lampe pouvait, avec une onde en fait, pouvait permettre au bois de s'enflammer par lui-même. Donc c'est lui qui décide quand il brûle ou quand il brûle pas. C'est pas une flamme qu'on vient poser directement sur lui, c'est lui qui s'incendie en fait. Et la cautérisation se régule. Et puis c'est surtout quelque chose qui fonctionne à l'électricité et qui n'a pas besoin d'eau, contrairement aux techniques traditionnelles qui vont couper la combustion par de l'eau. Donc cette machine, elle a été testée chez un industriel du bois qui voit plus grand intérêt parce qu'il réalise que c'est marrant comme réflexion parce que au départ c'était vraiment sur de la valorisation à forte valeur ajoutée par le brûlage. Bon. Et puis il s'est posé la question du séchage du bois pour pouvoir fixer la dégradation des bois dits dépérissants, et on est arrivé à une immense machine qui va de la coupe de l'arbre, du séchage immédiat au micro-ondes jusqu'au brûlage en fin de course, qui se rapproche plus des métiers de l'artisanat. Donc mon l'industriel du bois, il s'en détache un petit peu parce qu'il ne peut pas faire de volume justement, très peu de volume. Donc cette machine elle est là et j'essaye de l'adapter plus pour de la petite structure. En gros, c'est dans le cahier des charges, c'est de faire de cette machine quelque chose qui soit aussi agile que le chalumeau, mais avec économie d'énergie, ergonomie. On est en train de mettre au point ça. Ouais. Breveté ? Pas encore. La machine industrielle, pour faire du volume, est brevetée et n'est pas encore brevetée. Elle sera probablement brevetée dans les 2 ans qui viennent. Et moi, ce que j'aimerais d'ici là, c'est de pouvoir faire une espèce de spin-off de cette machine, plus destinée à de l'usage de petites manufactures. Ouais. Appel en direct, mais une très belle technologie. Et d'ailleurs, ce qui n'est pas, n'hésitez pas à poser vos questions, mais ce qui n'est pas encore abordé aussi là-dessus, c'est l'aspect esthétique du bois brûlé. Qui n'est pas que il n'y a pas qu'une notion de valorisation d'upgrader la qualité. On voit bien quand même que esthétiquement, en plus je sais que tu as travaillé sur des nuanciers, il y a quand même des finitions, des niveaux, même visuels et purement esthétiques qui sont extrêmement intéressantes à réexplorer parce que c'est quand même une technique ancienne, mais qui est reconvoquée au goût du jour à travers le prisme de cette machine, avec quand même d'autres possibilités justement de finition,
Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? L'idée, elle est quand même d'opérer un plan d'expérience qui permette qu'on ne reconnaisse pas le bois, en fait. L'idée, ce serait ça, c'est ce que je cherche. Mais c'est pas super évident. Mais je cherche. Et puis ça dépend des essences, ça dépend aussi des qualités des bois. Oui, c'est ce que je cherche, c'est qu'il y ait une surprise. C'est limite, on ne reconnaisse plus le bois. Oui. Offrir une nouvelle perception de la matière. Et donc une nouvelle valeur également à raconter. Donc un projet très complet et une démarche vraiment aboutie. Ça fait combien de temps que tu travailles sur cette problématique? On parlait de temps long. C'est pour ça que j'ai raconté une histoire qui a 15 ans avec la réalisation. Parce que là, je l'ai pris à travers le prisme du bois, parce que je le connais bien, mais on vit la même chose dans plein d'autres domaines. Et je l'ai vécu aussi. Voilà. Mais précisément sur le brûlage du bois, ça fait 2 ans et demi maintenant. D'accord. Et sur la question de la gestion des forêts, le chemin des forestiers, il a été pris il y a 2 ans et demi. Ouais. Aussi, d'accord. Ouais. Valérie, on a une question. Merci beaucoup. Et justement, concernant la machine et la notion de temps, pour être très pragmatique par rapport à la notion de valeur, pendant ces 2 ans et demi, qui a financé les recherches et comment s'est passé le processus de développement, de prototypage? Ok. C'est les arts et métiers qui ont été financés par un plan de relance post-Covid et dans lequel il y avait une enveloppe pour tenter de faire des choses. Mais, et c'est un gros mais, aujourd'hui la recherche est financée par l'industrie. Il a été question que je fasse une thèse à l'époque, et en fait, non. J'avais envie de terrain, et la thèse était financée par l'industrie, donc je devais poser une question, rapport volume surprix, innovation incrémentale. Toujours. Aujourd'hui, l'industrie ne réfléchit que comme ça parce qu'on a tellement... Enfin, elle réfléchit que comme ça. Non, on peut essayer de la faire la raisonner. Mais c'est toujours cette logique de plus vite, plus beau, moins cher pour pouvoir augmenter les marges derrière. Mais la thèse est financée par l'industrie, ouais. Et les arts et métiers sont... Les thèses sont financées par l'industrie derrière. Y a-t-il d'autres questions? Moi, je finirai là-dessus, mais c'est juste un petit pas de côté. On sort juste de la réouverture de Notre-Dame. Oui. Voilà, symboliquement, comme tu parlais de bois brûlé, on sait qu'il y a cette forêt, toutes ces techniques, tout ça, on a redécouvert les savoir-faire et ça a été fait en un temps record. Ton avis là-dessus? Et les artisans sont HS. Hein. D'ailleurs, quelques-uns ils sont pas contents, mais ils l'ont fait. C'est quand même une belle prouesse. Je pense beaucoup à la charpente. Et je me souviens très bien à l'époque pareil, c'était aux Arts et Métiers à Bordeaux. Ils avaient fait Notre-Dame en miniature. Avec des tests, il y avait plein de petits, en miniature, c'était au centième, avec plein de petits capteurs. Il y avait à peu près 10 000 capteurs à l'intérieur de cette maquette pour pouvoir la tester sur des résistances de flux vent et voir comment cette charpente pouvait être requalifiée pour pouvoir tenir sur le changement climatique. Et j'ai trouvé ça génial parce que cette charpente qu'on veut faire à l'identique n'est absolument pas à l'identique. Elle est pensée visuellement à l'identique, mais dans son cœur, elle projette un changement climatique et une résistance au vent absolument incroyable. Et c'est toujours le bois, et c'est du bois de la forêt de Tronchet. Quand même, c'est beau, quand même. On boucle bien. Écoutez, s'il n'y a pas plus de questions, autre que ce qui va se passer ensuite dans notre petit traditionnel pôle d'amitié, merci Nativité et merci Laurent d'être venu nous parler sur des spectres pas si éloignés que ça finalement, des mêmes problématiques avec des magnifiques solutions. Et merci à vous et rendez-vous à bientôt pour les prochaines rencontres des savoir-faire.